Et bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. Et c'est aussi un art de ne pas se faire piquer par les tiques. Alors aujourd'hui, je vais te faire une masterclass de vidéo sur les tiques. Je pense que ce sera la vidéo la plus complète, j'espère, sur les tiques. Pourquoi elles se propagent? Pourquoi il y en a partout? C'est quoi ces petites bêtes? Quel délai t'as pour réagir? Qu'est-ce que tu risques avec ces petites bêtes? On va utiliser des gros mots. Ectoparasite, diapause, transmission transstadiale. Mais tu vas voir, c'est rigolo. C'est rigolo. Et à mon avis, il y a des choses qui vont te surprendre. Je pense que si on connaît mieux cette bestiole, on va mieux pouvoir s'en protéger. Tu vois, il y a des trucs qu'on peut faire. Et tu vas voir qu'il y a des trucs, il faut mieux se méfier. Aussi, j'essaie de réfléchir à des moyens de nous protéger de la tique, mais j'ai pas encore tout à fait planifié le truc. Mais quand je l'aurai planifié, tu verras, ici, je te mettrai une information. Là, si ça s'affiche pas, c'est que j'ai pas trouvé. Mais si ça s'affiche ici, c'est que j'ai trouvé une solution. Il faut aller regarder. Allez, on y va. Comment j'ai réussi à réunir tout ce contenu? Grâce à ce bouquin qui est aussi pertinent qu'indigeste, qui est très très scientifique, qui est sous la direction de Karen D. McCoy et Nathalie Boulanger. C'est plein de spécialistes qui ont fait un chapitre chacun. Donc ça s'appelle Tiques et maladies à tiques. C'est des gens du CNRS. Donc qu'est-ce que c'est que la tique? C'est un exoparasite. C'est comme un parasite, sauf que c'est à l'extérieur. On appelle ça un exoparasite, c'est stylé. On aurait pu dire un ectoplasme, mais ça n'avait rien à voir. Donc il faut dire un exoparasite. La tique change de forme. Elle a plusieurs formes. Un peu comme les Pokémon. Tu vois, les évolutions de Pokémon. Et pour la tique, on appelle ça des stades. Elle commence à l'état de larve, mais c'est pas un mollusque là. Ça juste beaucoup plus petit. Je sais pas si tu en as déjà eu, parce que elles nous vont dessus et c'est très difficile à les choper parce qu'elles sont vraiment en deçà du millimètre en taille. Et des fois, elles sont couleur peau en plus, pour rien arranger. Elles ont que 6 pattes. Elles évoluent en nymphe, puis en mâle ou femelle adulte. Là, elles ont 8 pattes, en nymphe aussi, il me semble. Les femelles ont un corps plus ou moins flexible pour devenir très grosses, et les mâles ont un corps rigide, elles sont beaucoup plus faciles à exploser, tu vois. La tique ne mange que du sang. Elle ne fait que des repas sanguins. Sans ça, elle n'y arrive pas. Par contre, laisse-moi te dire qu'elle est endurante. Celle qu'on a beaucoup par chez nous, c'est la Ricinus ixodes. Tu vois, elle a un cul rouge pour les femelles adultes, et elle est noire un peu, beaucoup plus petite pour les mâles. Mais on en a d'autres. En Alsace, t'en as facilement d'autres. Dans les Alpes aussi. Et elles aiment l'humidité, tu vois. C'est pour ça que plus c'est sec, moins t'en as, pour celles qu'on a l'habitude. Mais il y en a à peu près sur toute la planète, ils en ont même trouvé dans le désert. Alors laisse-moi dire qu'elles s'habituent. Et elles sont capables de jeûner, les nôtres, jusqu'à 2 ans. Tu risques pas de les affamer. Et je crois que le record, c'est un truc genre 28 ans. Mais c'est une tique spéciale du désert. Je vais te donner des informations que tu vas faire. Ah, ouf. Et des informations que tu vas faire. Ah. Bon, là c'est une ouf. Si t'en ramènes chez toi, si ton chien, ton chat en ramène chez toi, et qu'elle tombe par terre, et qu'elle n'a pas fait son repas sanguin, parce que sinon elle est pleine de sang, elle va très vite s'assécher et mourir. Elle résiste très peu dans les endroits très secs, celles qu'on a communément. C'est pour ça qu'elle se propage dans les herbes, dans les sous-bois, là où elle peut se planquer dans l'humidité. Et tu vois, hop, j'en ai chopé hier. J'en ai chopé 4, tu vois, pour faire un peu pour regarder un peu. Ouais, je sais pas si tu les vois, mais... Bref, il y en a déjà 2 qui sont mortes. En une nuit. Donc ça va très vite. Et c'est tant mieux. Par contre, si elles sont pleines de sang, là, elles peuvent tenir bien longtemps, parce qu'elles s'auto-hydratent par l'intérieur. Donc en fait, il y a deux grandes catégories de tiques. Il y a les tiques dures, celles qu'on a beaucoup chez nous, et les tiques molles. La différence, c'est que les tiques dures, elles mangent une fois par stade, un seul repas sanguin par stade, et elles évoluent. La tique molle, elle pique beaucoup, mais moins longtemps. La tique dure, elle peut rester jusqu'à 7 jours mordue, accrochée, et la tique molle, juste quelques heures. La tique dure, celle qu'on a, Ricinus, elle se balade un peu partout, comme ça, elle guette, elle est à l'affût.
La tique molle, c'est une chasseuse. Elle est dans son petit terrier, tu vois, elle guette. T'approches, tu t'assois, elle fait pique. Ou la nuit, pique. Mais il y en a beaucoup, rassure-toi, dans les zones tropicales. Donc l'autre, c'est une opportuniste, celle qu'on a nous. La tique molle, c'est plutôt une chasseuse. Je sais pas content. Mais attends, moi j'y peux rien, c'est pas moi les tiques. Chez nous, il y a une saisonnalité des tiques, t'as remarqué, hein. Il n'y en a pas toute l'année. Et elle commence quand le froid diminue, et elle commence à popper à partir de mars, tu vois. Début février, mars, ça dépend des températures. Et là, ça explose parce qu'elles ont jeûné tout l'hiver. Elles font leur premier repas sanguin. Ensuite, elles se mettent en diapause, c'est-à-dire en pause métabolique. Elles font leur stade, elles muent pendant l'été où il fait trop chaud, et après elles repopent beaucoup en automne, un peu moins qu'au printemps. C'est pour ça qu'en début, en printemps, tu as vraiment beaucoup plus de risques qu'en été de te faire piquer. Ça, c'est bon de le savoir. Et en automne, il y a un risque. Parce qu'en fait, c'est leur cycle de transformation et de nourriture. Elles s'arrangent pour avoir tout mangé au printemps. Et en été, tu as plus ou moins que les retardataires. Les autres sont en diapause. Maintenant, voyons pourquoi il y en a partout. Moi, là, je me suis intéressé aux tiques, tu vois. Et parce que j'aime beaucoup la forêt. Et maintenant, je ne peux plus me balader sans me faire harceler. Et ma chienne, heureusement, elle est blanche. Quand c'est le pic de la saisonnalité des tiques, c'est-à-dire maintenant, j'ai compté une fois 50. Une balade, 50 tiques. Donc, il y a un problème. Avant, on pouvait se balader, il n'y avait pas ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y en a de plus en plus? Alors, il y a plusieurs paramètres. Comment elle se propage? Elle se propage par les hôtes, tu vois. Et selon le stade d'évolution de la tique, elle n'a pas le même hôte. Elles n'ont pas les mêmes hôtes. Quand elles sont toutes petites du millimètre, elles vont voir plutôt des mulots, des lézards, des trucs assez petits avec la peau fine. Elle les pique. À chaque piqûre, à chaque repas sanguin, elle mute en stade. Celle qu'on a chez nous, hein, je te parle, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de variétés. Ensuite, elle devient une nymphe, et là, elle peut piquer des animaux un peu plus gros. À chaque fois, elles peuvent te piquer, toi. Hein. Et enfin, les grosses visent plutôt les chiens, les gros animaux, les sangliers, les cerfs, les cervidés, les ongulés. Et ils ont fait des stats en Europe, dans la région, là, 83% des bêtes sont ticucées. C'est un mot que j'ai inventé. Hein. Elles ont des tiques. En moyenne, combien elles ont de tiques par bestiole? En France, 43 tiques. Et ça, c'est dégueulasse. Et en Allemagne, c'est plus 64 tiques par bestiole par chevreuil, en moyenne. Ce qui va poser un problème, tu verras, dans la transmission des pathogènes. Donc, petite tique, petit mammifère, micro-mammifère, ils appellent ça, grosse tique, grosse bestiole. Faut savoir que quand même, ça c'est aussi une information. On est un hôte accidentel de la tique. Elles tombent sur nous, elles font bon, ok. Et elles piquent. Donc elles se disséminent, t'as compris, par leurs hôtes. Donc les souris, les machins, les mulots, c'est très territoriaux, tu vois. Donc ça va rester dans un secteur. Sauf que quand tu passes au chevreuil, ça fait beaucoup plus de chemin. Donc ça en balance partout. Une fois que la tique, en plus elle est tique adulte, et femelle et mâle. Donc ça veut dire qu'elle se rencontre, la tique femelle pique, elle devient énorme, hein, je sais pas si t'as déjà vu, c'est dégueulasse. Et la tique mâle se balade dessus et féconde la tique femelle. La tique femelle peut faire entre 3000 et 30 000 larves. Ça peut être le carnage, selon les espèces. Et petite anecdote, une fois, y en a une qui a popé dans mon jardin. Parce que c'est mon chien qui a dû la ramener, normalement je fais gaffe. Mais là il y en a une qui a popé. Et je téléphonais comme ça, en short et pieds nus. Puis à un moment donné, je sais pas, je sens une sensation. Parce que les larves c'est vraiment tout petit. Et je regarde, et je vois la cavalcade sur mes jambes. Genre 20 qui me montent par pied. Et je fais, ah non. Je les pète, et je me rebalade, je m'en reprends. Du coup, il devait y avoir, tu te rends compte, il devait y avoir des centaines et des centaines de larves dans mon jardin. Donc là, il n'y a pas 36 000 possibilités. Moi, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai pris une bouteille de gaz et un chalumeau, un petit lance-flamme. J'ai cramé la zone qui me paraissait normale. Ça a brûlé l'herbe, mais je l'ai replanté. Putique.
Ça déteste la chaleur, ça déteste la sécheresse. Puis les larves, je vais te dire, ça dure pas long. C'est tellement petit que ça crame. Donc ça se déploie par les hôtes. Mais il y a les hôtes qui sont les oiseaux aussi. Et ça peut parcourir des continents entiers. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a une propagation intercontinentale à cause des osios. Alors, fait rigolo, c'est qu'on en a vu se faire transporter par des insectes volants. Les mecs se font héliporter, quoi. Mais c'est pas tout que la tique arrive dans un lieu pour qu'elle survive. D'ailleurs, il y a énormément de morts. Parce qu'il faut qu'il y ait un terrain quand même assez propice pour qu'elle survive. Il faut de l'humidité, selon la tique. Il faut des hôtes compatibles, parce qu'il y a beaucoup d'hôtes, ils se font piquer, tu vois. Et leur système immunitaire va détruire la tique, elle va mourir. Donc il faut des hôtes compatibles, des hôtes compétents. Pour que les tiques se développent, il faut qu'il y ait une baisse des prédateurs à tiques. Et dans les prédateurs à tiques, tu as les lézards, tu as les musaraignes. Alors moi je pense que les musaraignes c'est plus pourvoyeur de tiques parce qu'elles sont aussi l'hôte, mais elles les bouffent quand même. Tu as les pique-bœufs en Afrique, tu as les oiseaux qui sont sur les hippopotames et tout. Tous les parasitoïdes, les poulets, les araignées. Ça, c'est ce qui mange directement les tiques. Mais en fait, ce qui contient une population de tiques plus facilement encore, c'est les prédateurs des hôtes à tiques. Et c'est pour ça que de tuer les renards, tu vois, on a flingué les renards comme des fous là, mais les renards, ils nettoyaient complètement les forêts de tous ces micro-mammifères, qui sont les précurseurs de populations de tiques. Et pareil, ça c'est ma théorie par contre, et pareil c'est pour les chats. Tu vois, les chats ils ont été castrés maintenant, et c'est très difficile. Avant il y en avait partout, maintenant il y en a beaucoup moins. Et les chats ça dératise, ça enlève tous les bulots, tous les machins. Et je pense aussi que les chats ont une influence sur l'augmentation des tiques. La déforestation joue un rôle. Et même, en fait, le changement d'habitat, parce que même la reforestation, c'est favorable aux tiques. La hausse des températures, ça fait que la zone dans laquelle les tiques survivent est plus grande. Ils peuvent monter en altitude, par exemple, ils peuvent se déployer un peu plus au nord. Mais il faut toujours qu'il y ait une certaine dose d'humidité, comme je te l'ai dit. Je me prends des cerises, là, sur la tronche. Et le pire problème pour la diffusion des tiques, c'est quoi bah, c'est les humains. Parce que la mondialisation, c'est bien pour faire du fric, pour que des gens gagnent beaucoup de fric entre la mondialisation des produits, des bêtes, des humains, tout pareil pour gagner plus, mais juste une petite portion des humains. Mais du coup, bah, comme c'est pas prévu comme ça, la nature et l'écosystème, eh ben on a des problèmes. Et notamment avec des races de bœufs, et ils en ont mis un peu partout sur la planète. Et il y avait des îles comme la Nouvelle-Calédonie ou d'autres, tout ça, ils n'avaient pas de tiques. Et ils se sont fait ruiner de tiques parce qu'on les a amenés. Donc là on parle de la Ripicephalus microplus, elle est rigolote. Et ce qui fait le succès de ces tiques, c'est qu'elle est ultra adaptable. Et en plus, ça c'est l'information un peu bad, c'est qu'elle résiste à toutes les molécules quasiment ascaricides pour les tuer en fait. Elles finissent par s'adapter très vite. T'en butes une bonne partie, mais t'arrives pas à t'en débarrasser. Apparemment, il n'y a eu que 2 fois dans l'histoire où ils ont réussi à s'en débarrasser. Mais la plupart du temps où ils ont fait des trucs de fou, ils ont inondé des zones de pesticides, d'insecticides, et ça n'a pas suffi quoi. Donc on n'arrive pas à les contrôler comme ça. Elles sont dans le top 20 des bestioles les plus résistantes. Elles résistent à 43 molécules. Et donc elles résistent aux campagnes d'éradication. Et ça, ben, va falloir faire autrement. Genre, être un peu plus responsable écologiquement. Un peu plus logique écologiquement. Moi je dis ça, ça veut pas dire faire des panneaux solaires, hein. Ça veut pas dire envoyer des satellites pour amener, pour capter le carbone. Ça veut dire arrêter de tout casser. Allez, maintenant on passe dans le dur. On passe au repas des tiques, comment ça mange, et on va enchaîner avec les pathogènes. Et là, ça va moins faire rigoler, tu vois. Mais il faut être prévenu. Parlons donc plus précisément de la piqûre de la tique. Quand elle te pique, tu vois, elle reste 7 jours. Donc ton sang, normalement, il coagule. Tu es bien d'accord avec moi? Pour qu'elle ne coagule pas, elle t'envoie un anticoagulant. Deuxièmement,
t'imagines bien que si elle boit pendant 7 jours, elle va être beaucoup plus grosse que même, elle est balèze à la fin, mais elle sera encore plus grosse, tu vois. Donc en fait, elle ne garde que l'aspect nutritif du sang, et elle renvoie l'eau dans ton système. Et c'est au passage là qu'elle te renvoie les saloperies en prime. Potentiellement, c'est pas systématique, et d'ailleurs, c'est 1 à 2% selon la zone, des fois moins d'1% de tiques qui sont contaminés par la Borrelia, par exemple, qui donne Lyme. Si elle te piquait juste comme ça, juste avec du coagulant, ça te gratterait, ça te piquerait, ça te ferait mal. Mais comme le moustique, elle t'envoie des anti-inflammatoires. Elle est gentille, hein. Mais personnellement, je remarque souvent que je suis piqué, notamment par les larves qui sont toutes petites, parce que ça commence à me gratter un truc. Et paf, je l'arrache, la tête. Parce que les larves, tu peux pas les enlever. T'as un tire-tique là, hop, je te montre à quoi ça sert. Un tire-tique au passage. Ça, c'est un tire-tique. Là, il y en a 2, hein, on est d'accord. Il y a pour les grosses, pour les petites tiques. Tu les prends dessous et tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre et tu les arraches. Ça, c'est pour enlever les tiques. Mais les larves, elles sont trop petites, il faut les arracher. C'est très chiant parce que si tu laisses la tête dedans, bah, ça t'infecte, ça se gratte et tout, et c'est pas bon aussi pour la transmission des pathogènes. Tu as plus de chances de l'avoir. Plus longue est ta piqûre et ta morsure, et plus les chances qu'elle te transmette un pathogène qu'elle avait augmentent. Donc rien que la piqûre, bah, tu as un effet quoi? Tu as un effet de spoliation sanguine. Elle te prélève du sang. Donc tu vas me dire, c'est pas un problème, c'est juste une petite capsule, sauf qu'il y a des variétés de tiques qui s'appellent Illoma asiaticum, c'est le recordman, hein. Elle te prend 8 ml de sang. Et c'est sur les bovins que c'est un problème, parce que tu sais, si t'en as 100, attends, 8 ml, regarde ce que ça fait. Seringue, 8 ml. Là, je me suis pris du sang exprès. C'est un délire, hein. Une tique, ça te prend ça. Ah, mais tu finis fossilisé dans la nuit si t'en as 50 qui te viennent dessus. Bien. Donc ça, c'est le recordman, on l'a pas chez nous, t'inquiète. Ouf. Une piqûre, ça peut générer une infection. Ça n'a rien à voir avec la tique, mais ça peut générer une infection. Ça peut créer une paralysie ascendante. Atique, ça s'appelle. Ça touche très peu les humains, mais surtout les bêtes. Elles deviennent... elles n'arrivent plus à marcher, tu vois, elles sont bloquées. C'est chiant pour une bête. Et ça peut créer un choc allergique. Un choc anaphylactique. Ça réagit. Voilà, t'es allergique. Et ça peut être dangereux en l'occurrence. Et ça, c'est rien que la tique. Il n'y a pas de pathogène là. On parle pas de pathogène. C'est juste la piqûre. Donc tu vois, déjà, c'est bad. Mais bon, moi, je me suis fait piquer des dizaines de fois. Hein, parce que, je te dis, je vais souvent explorer. J'ai jamais eu de problème pour l'instant. Ça me gratouille des fois, ça, tu vois. Mais j'ai jamais eu les gros problèmes dont je vais te parler maintenant. La transmission des pathogènes. On parle de Lyme. C'est la Borrelia, qui donne la borréliose, ça s'appelle Lyme. C'est le monsieur qui a trouvé. C'est un seul des problèmes. Il y en a beaucoup des problèmes de pathogènes. Il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des amibes, il y a tout ce que tu veux. C'est, dans le monde, tu vois, il y a les vecteurs et vectrices de maladies. Tu vois, il y a des espèces vectrices. Dans le monde, il est numéro 1. C'est le plus dangereux, c'est le plus grand vecteur de maladie du monde connu. Ça le pose là. Et c'est aussi pour ça qu'il faut s'y intéresser fortement. Chez l'homme, c'est le numéro 2. Après, tu connais. Après le moustique. Sauf qu'à mon avis, à mon humble avis, c'est le numéro 1. Pourquoi? Parce que la borréliose est très très mal détectée. Lyme, même en France, tu vois, même aux États-Unis. Donc il y en a beaucoup plus qui ont des maladies. Et je te parle pas dans les pays où c'est beaucoup plus précaire, le système de santé. Il y a plein de maladies qui doivent être transmises. Et comme c'est pas le palu, tu vois, un truc vraiment bien établi, on lui attribue pas. Mais moi je pense qu'il est numéro 1 aussi chez l'homme. Mais ça me regarde. Les pathogènes se transmettent aussi entre chaque stade. On pourrait se dire qu'il y a des pathogènes qui vont mourir entre chaque stade d'évolution. La plupart tiennent d'un stade à l'autre. Et quand la maman, elle pond ses œufs, il y a des maladies qui sont ovariennes, qui sont transmises à toutes les bébés larves. On est content, il y en a partout. Mais toutes les maladies ne sont pas transmises aux bébés. Heureusement, parce qu'il y en a une chier.
Mais rassure-toi aussi, c'est côté ouf, il y a énormément de pertes, parce qu'ils en font beaucoup, mais il y a énormément de pertes qui se font bouffer, qui meurent, Ah, on est content ça. Il n'empêche qu'il y en a de plus en plus. Alors la Borrelia déjà, on commence par la Borrelia. Il y a 20 types de Borrelia, donc c'est beaucoup. Et bon, on n'a pas tout, hein, mais par exemple celle qui est aux États-Unis, apparemment, elle met plus ou moins 3 jours à t'infecter. Et tu vas me dire, pourquoi ça met 3 jours? Moi, c'est un truc qui m'a interpellé, parce qu'on me dit, ouais, Joe, les bons tuyaux, ouais, t'inquiète, si elle t'a pas piqué, au bout de tant d'heures, t'es safe. Mais je voulais quand même comprendre, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'en fait, selon la maladie, le pathogène qu'elle a, un virus, c'est différent de la Borrelia, d'une Habib, c'est pas dans la même partie de la tique. Et la Borrelia, c'est dans l'intestin de la tique. Et quand elle te pique, t'es pas tout de suite en contact avec la Borrelia. Donc ça prend un certain temps, selon le type de Borrelia. Aux États-Unis, ce serait genre 3 jours. En France et en Europe, c'est beaucoup plus rapide. Mais visiblement, ce que j'ai vu, c'est qu'en laboratoire, il faut au minimum 12 heures. Donc t'as le temps, hein. T'as le temps parce que une tique, si elle te monte dessus, tu sais, tu fais ta balade, tu te prends les tiques, elle va chercher un coin. Elle va faire jusqu'à qu'elle ait une peau fine, agréable, safe. Et elle va prendre un certain temps. Ça peut être même un jour, hein. Au moins une demi-journée, surtout si tu bouges. Plus le temps des 12 heures minimum en laboratoire. Apparemment, en in vivo, ils n'ont jamais vu un tel délai, c'est plutôt 24 heures, voire 48 heures. Mais bon, tu te dis, bon, 12 heures, c'est le strict minimum, 24 heures, t'es encore pas mal. Mais ça veut pas dire que tu t'es infecté. Si une tique te pique, hein, comme je t'ai dit, c'est une proportion très infime, moins... Ça dépend où t'es, hein. En Alsace, c'est entre 1,5 et %, tu vois. Mais ailleurs, c'est moins. Donc, c'est une tique sur 100, en gros. C'est marrant parce que dans ce bouquin, il y a beaucoup de fois le terme PCR qui est cité. Et au début, je ne savais pas ce que ça veut dire. Maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et aussi, tu sais, parce qu'il cite, à chaque fin de chapitre, il y a une biographie énorme. Et il y a souvent, ma foi, le nom de Raoult qui est cité. C'est la petite anecdote. Parce que le mec, c'est un infectiologue, le gars. Et effectivement, il se la raconte, mais tu vois, il est cité énormément là-dedans. C'est bien qu'il fait du bon boulot. La Borrelia, c'est le truc le plus... La maladie de Lyme, donc c'est le truc le plus populaire. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des encéphalites à tique qui sont très dangereuses. Il y a plein de choses. Je vais pas toutes les énumérer parce que le but, c'est pas de te foutre le seum. Et en plus, en Europe, on n'y est pas forcément soumis à toutes. Par exemple, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, a priori, c'est pas ici. Et a priori, t'es pas content quand tu l'as. Hein. Fièvre hémorragique, tu dis, pas bon. Sauf qu'avec le réchauffement, tu vois, et les flux de bêtes, de personnes, le flux d'objets, la mondialisation, ça a tendance à les ramener. Parce que je crois que la tique géante qu'on commence à voir dans le sud, là, elle peut être porteuse de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Mais pour l'instant, aucun cas répertorié en France. Parce que c'est pas parce que la tique vient que la maladie vient avec. Ça, c'est le côté ouf. Alors des maladies, tu as l'anaplasmose, tu l'as beaucoup dans les ricinus, hein, qu'on a nous. La fièvre Q, la tulérémie, bastonelliose, virus à encéphalite, hein, ça c'est 0,6 à 2,5% en Alsace. Et les encéphalites, t'es pas content quand même. Alors non seulement la maladie elle peut être grave si ton système immunitaire est déprimé, mais en plus elle est transmise par tous les stades de la tique et la transmission se fait immédiatement après la morsure. Donc il n'y a pas de temps d'incubation, c'est instantanément tu peux être infecté. Tu as la peste porcine, foudroyante, jusqu'à 100% de létalité. Tu vois, 1, 2, à tout le monde. Sauf que ça ne touche pas les humains. Tu as les infections parasitaires, comme la pyroplasmose ou la babésiose. Surtout chez les animaux aussi, mais de plus en plus chez l'homme. Et en fait, ça fait surtout des problèmes économiques, ces trucs-là, parce que ça détruit un peu les cheptels, ça affaiblit les vaches, elles produisent moins, elles développent mal, leur cuir est complètement explosé, c'est des piqûres partout, des infections partout.
Et c'est un vrai problème. Ils dépensent dans certaines zones des sommes faramineuses pour détiquer leurs bêtes. Et le problème, quand ça touche les gros animaux, comme je t'ai dit, tu te rappelles, je t'ai parlé du chevreuil, où tu avais vraiment beaucoup de tiques en même temps, ou les chiens sauvages, hein, tu as déjà vu ces images dégueulasses, où ils en ont 500 000 sous l'oreille. Et en fait, si tu en as une qui est contaminée là-dedans, ils envoient le pathogène, si elle reste longtemps, dans le circuit de la bête, ce qui affaiblit généralement. Donc son système immunitaire réagit mal, et ça va infecter les autres tiques. Alors les autres tiques, elles sont comme ça au soleil, hein, elles sont contre-foot hein, d'être infectées. Sauf que elles deviennent des réservoirs à saloperie. Voilà. Elles, ça leur fait rien, mais les autres, ça leur fait. Les symptômes particuliers de la maladie de Lyme, de la Borrelia. Premièrement, ça fait un érythème migrant. Ça te fait une tache qui grossit. Une infection tissulaire localisée. Ok, si tu as ça, même si tu n'as pas vu de tic, si tu as ce truc-là, va voir le médecin. Je suis pas un grand fan, voire pas du tout fan des antibiotiques, tu vois. Je préfère faire avec autre chose, mais c'est un des cas où je me poserai pas vraiment trop la question. Parce que la maladie de Lyme, c'est une saloperie. Et si tu as une baisse immunitaire derrière, tu vas avoir plein de symptômes qui sont vraiment casse-couilles. Et c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile de s'en sortir. Donc si tu fais une antibiothérapie pendant 3 semaines, bon après tu te refais la flore, tu te refais tout ça, mais ça peut valoir le coup. Personnellement, j'en suis jamais arrivé là, parce que je mets des trucs dessus, qui m'empêchent de... J'ai l'impression d'avoir ça, parce que vu le nombre de fois où je me suis fait piquer, j'ai forcément été piqué par une tique infectée. Mais tous les trucs que je mets en place un peu naturels, un peu... Voilà, je t'en parlerai dans une autre vidéo, qui est moins stricto sensus, moins scientifique, et c'est plutôt un retour d'expérience, ok. Il faudra aussi prendre avec les pincettes qu'on doit à un retour d'expérience. Et voilà, érythème migrant, c'est le gros machin, c'est le gros signe, ça pue. C'est-à-dire que tu vas mourir, mais tu vas dire qu'il y a probablement la diffusion de ce truc. Donc tu peux mettre des huiles essentielles et tout, mais c'est quand même bien d'aller voir le médecin qui te donne une antibiothérapie de cheval, hein, de chevreuil justement. La Borrelia, ça se manifeste après par de l'arthrite, par des baisses de tonus, par des fatigues chroniques. Il n'y a pas que ça, on met tout ça dans les pots pourris, hein, c'est une bonne excuse. Hein. Il n'y a pas que ça, je te dis. C'est pas parce que tu as ça que tu as la Borrelia. On s'en sert beaucoup. Hein. Les maladies de civilisation, le stress, tout ça, ça peut générer des choses qui ressemblent. Hein. Donc faut pas tout mettre sur le dos de la tique. Tu as des méningo-radiculites. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça touche les méninges, visiblement. Tu as des manifestations cutanées, acrodermiques chroniques atrophiantes, des fièvres récurrentes, mais des bonnes grosses fièvres, des douleurs diffuses, des asthénies, donc asthénie, c'est ce que je te disais, fatigue, frissons, fièvre intermittente, surtout en Amérique du Nord, parce que tu sais, ils n'ont pas les mêmes borrelies, hein. Espagne, ictère, splénomégalie, ton tarate qui augmente. Enfin, t'as plein de trucs de merde, quoi. Et voilà, alors le mieux, tu vois, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, le mieux c'est de pas l'avoir. Hein. Parce qu'après, une fois que c'est dans ton système, c'est pas génial. Surtout que ça veut dire que ton système immunitaire n'a pas été assez fort pour le repousser. Et s'il est assez fort pour garder la maladie en dormance, t'es cool. Mais le jour, tu vois, où t'as une baisse, vraiment, t'as un coup de stress, hein, une burn-out ou je sais pas quoi, où tu prends de la cortisone, hein, simplement, tu peux avoir le réveil de ce genre de maladie opportuniste. Et c'est pas génial. C'est pour ça que je cherche un moyen de nous protéger de ça. Et si je l'ai trouvé, il est là. Mais pour l'instant, je suis en recherche et je suis en train d'affiner les trucs. Donc comme je te l'ai dit, je vais faire une vidéo après qu'est-ce que je fais quand je me fais piquer. Hein. Retour d'expérience, ça sera une prochaine vidéo parce que tu as vu que celle-là est déjà longue. Et qu'en plus je me fais gronder par le tonnerre. J'espère que tu as aimé, ça m'a pris énormément de temps à faire ce truc. Mais j'ai bien aimé parce que c'est un truc qui m'intéresse bizarrement, la tique en fait me fascine. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc on peut rien faire ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que la connaissance c'est déjà la meilleure arme qu'on puisse avoir dans un premier temps, avant de trouver des solutions chacun de son côté.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que bon, il y a peu de chances que les tiques soient infectées. Quand elles sont infectées, si elles sont infectées, tu les enlèves très vite. Tu mets un désinfectant par-dessus, c'est toujours pas mal. Ce sont des opportunistes, donc elles sont comme ça à l'affût. Et elles sentent avec leurs petites fibres là, elles sentent que tu arrives. Et elles sentent les odeurs aussi. Du coup, tu fais en sorte de mettre des pantalons, des trucs comme ça, clairs, comme ça tu les vois monter sur toi. Ah, et puisque tu es encore là pour te récompenser, je te fais une petite anecdote mythologico-réelle. En fait, ça s'est vraiment passé. En Inde, pas du tout. En Amérique, quand ils ont conquis, les colons ont conquis l'Amérique, et qui chassaient de l'Indien, tu vois. Donc ils se baladaient comme ça, ils exploraient un peu avec leurs fusils, là. Et à un moment donné, ils traversent une vallée, il y a une grande vallée, ça s'appelait la vallée de la mort en indien. Et les Indiens n'y allaient pas, elle était maudite, cette zone. Et tu vois bien les colons, quand ils voient un truc maudit, ils font « Tiens ton maudit !» Bon, aucun respect pour les connaissances ancestrales, et ben ils l'ont payé, ils sont passés, le régiment est passé dans la vallée, très longue, des grandes hautes herbes, et après ils sont sortis de l'autre côté. Et le soir, grosse fièvre, la moitié des gens, les 3/4 des gens, ils étaient KO, ils commençaient à avoir des maladies, et ça les a décimés. Ils ont été victimes de la rickettsiosis, la fièvre des rocheuses. C'est une des maladies transmises par les tiques, parce que c'était blindé de tiques là-bas dedans. Les Indiens avaient dit non, faut pas aller là-bas, c'est maudit, voilà. C'est une manière de communiquer une connaissance. Sur ce, j'espère que je t'ai plus renseigné que fait peur. Bon, les habitués de cette chaîne, vous savez, mais pour les nouveaux, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner bien évidemment et cliquer sur la cloche bien évidemment. Mais va d'abord regarder ce que je fais, parce que je parle pas que de ça, je parle d'écologie, de philosophie, surtout de santé en fait, déployée un peu partout, de spiritualité. Donc des fois il y en a qui aiment pas, va voir tout. Il faudrait pas que je fasse ça, il faudrait que je fasse qu'un sujet, mais je peux pas, j'aime trop tout. Donc va voir, et puis si tu kiffes, eh ben abonne-toi. Profite quand même de la nature. Va sur les chemins, il y a très peu de tiques sur les chemins. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.